Notre invité du jour, eh bien, ceux qui étaient là hier, vous avez vu, c'est donc Olivier qui est un participant habituel du bistrot de l'entrepreneur, qui par ailleurs est, hop, je continue à faire rentrer les personnes qui arrivent en même temps, qui est aussi apiculteur, tout en étant boulanger, pâtissier. Donc, il accompagne des entrepreneurs et des boulangers dans le développement de leur entreprise, en fait. Il fait de la formation et c'est aussi un compagnon de devoir du Tour de France. Je crois que j'ai fait le CV à peu près complet, Bon, ben mais il voilà. va nous en dire plus, Olivier. Et alors, en plus, aujourd'hui, c'est génial parce que je ne sais pas où est-ce que vous êtes les uns les autres, mais moi, personnellement, je suis au cœur de Paris dans un appart. Et donc, je vois peu l'extérieur. Et là, Olivier nous a préparé tout un environnement pour nous faire profiter pleinement de ces ruches. Donc, ça va être génial. Là, Olivier, je ne sais pas, tu as prévu aussi de nous mettre ça à disposition sur le Trello après? Ah oui, Eh ben, génial. Donc, vous pas de problème. retrouverez aussi la présentation d'Olivier sur le Trello. Donc, Super. ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en plein écran. Nous sommes donc pendant une quarantaine de minutes tous ensemble. Si vous avez des questions pour Olivier, vous les posez dans le chat. On va y répondre à la fin. Si on est coupé brusquement et que vous n'avez pas le temps de poser toutes vos questions à Olivier, la parole, vas-y. Rendez-vous. Et donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je vais aussi essayer de vous faire respirer un peu d'air pur. Donc, je suis à 20 km de sud de Paris, à Viry-Châtillon exactement, donc au cœur de mon jardin. Et l'idée de la conférence du jour, c'est de vous la faire vivre au cœur du rucher. Donc, j'ai fait une petite installation un petit peu rudimentaire, mais vous allez voir, c'est assez sympathique. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tourner. Je vais pouvoir tourner ma caméra normalement là-dessus, non? Je sais pas pourquoi. Enfin bon, je vais tourner. Inversé, oui. Voilà, donc là vous avez des belles glycines là, qui ne font qu'attendre les abeilles. Donc voilà, et donc là on va avancer dans mon rucher. Alors je me présente, il y en a quelques-uns qui me connaissent, mais en fait donc je suis effectivement formateur et consultant, mais je suis également donc apiculteur. C'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui on est là et je vais vous expliquer. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai mis ça en place et je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, vous devez avoir vision sur mon jardin. Alors, est-ce que vous voyez tout ça depuis chez vous? Bonjour à tous. Là, maintenant, je vois la mosaïque parce que sur le téléphone, ça ne se voyait pas. Bon, bah, je suis content de vous retrouver. Donc voilà, je disais en préambule que, en fait, il y a un peu plus de 10 ans, un jour, j'ai vu une émission sur Arte qui expliquait le déclin des abeilles et leurs grandes difficultés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour aider les abeilles, quoi. Enfin, je me dis, moi, est-ce que je peux faire quelque chose? Et puis, merci Google, je tape une ruche dans mon jardin et je vois plein d'exemples de gens qui ont mis des ruches dans leur jardin. Bon, donc j'ai poursuivi un petit peu mon idée et puis je me suis renseigné et puis je me suis formé pendant un an. J'ai suivi donc des cours dans un rucher école et j'ai donc appris l'apiculture et puis j'ai commencé à avoir une ruche, deux ruches, trois ruches et maintenant j'en ai à peu près 10. Alors j'en ai un peu moins parce que j'en ai perdu quelques-unes par ces différentes difficultés qu'on peut rencontrer avec les abeilles. Alors en Île-de-France, on n'est pas gêné par les pesticides, mais on est beaucoup gêné depuis pas longtemps par les frelons asiatiques. Et à Paris, ça fait à peu près 3 ans que ces frelons à pattes jaunes viennent décimer nos abeilles et c'est vraiment très embêtant. Donc là, eh bien, écoutez, on est à peu près à 1,50 m des ruches. Donc vous voyez, elles sont très gentilles avec moi. Alors j'ai quand même mis ma vareuse au cas où, mais globalement, une abeille, quand on ne l'embête pas, elle ne vous attaque pas. En fait, c'est vraiment l'insecte qui est adorable. Bien sûr, il ne faut pas l'embêter. Il faut surtout savoir que l'abeille, quand elle pique, elle meurt. Donc ça veut dire que si elle pique, c'est qu'elle a vraiment des bonnes raisons de le faire. Maintenant, je ne sais pas si avant de piquer, si elle sait qu'elle va mourir, mais en attendant, ça me fait penser à la chanson de Brassens, Mourir pour des idées, hein, mais de mort lente. Voilà. Donc elle s'arrache quand elle pique, son dard étant comme un hameçon, du coup, ça arrache son abdomen et elle meurt à cause de ça. Alors je vais vous partager mon écran et vous allez donc pouvoir découvrir donc mon petit PowerPoint. Voilà, donc en préambule, les abeilles, donc il faut quand même savoir qu'elles sont sur Terre depuis 100 millions d'années, pendant combien de temps? Parce qu'en fait, le jour où les abeilles vont disparaître, tout le monde dit que l'espèce humaine a peu de chances de vivre encore, et il n'y a pas que l'espèce humaine, on va dire toute l'espèce animale. Et donc ces abeilles, on va comprendre enfin vous en entendez tous parler, elles ont toutes un rôle hyper important à jouer dans notre écosystème.
Donc, pour commencer, pour que vous puissiez comprendre, je vais déjà vous faire voir un peu comment on reconnaît un peu les différentes espèces. Parce que souvent, on a tendance à confondre les guêpes avec les abeilles. Donc là, vous allez voir, donc là, bien sûr, on a une mouche. Hein, d'ailleurs, les guêpes, on les appelle les abeilles, on les appelle des mouches à miel, parce qu'effectivement, elles ressemblent un peu à une mouche. Donc voilà, ici, on a un frelon à pattes jaunes. Donc, c'est ce fameux frelon asiatique qui est arrivé dans le sud-ouest de la France, transporté malencontreusement d'Asie dans une poterie. En fait, il y a une reine, même peut-être plusieurs reines de frelons qui s'étaient logées là pour l'hiver et qui sont retrouvées en France et notamment donc, dans le Bordelais et qui ont colonisé la France et maintenant on en a pratiquement partout. Donc elles attaquent les abeilles, elles déciment avant l'hiver et en fait c'est un vrai fléau qui est très préoccupant. Là, vous avez donc une guêpe. Voilà, donc ça, on les voit souvent. Elles viennent souvent quand on mange de la viande parce qu'elles aiment bien nous embêter quand on mange. Là, vous avez un frelon commun, un frelon européen, qui lui vient embêter un peu les abeilles, mais il est enfin, il fait partie de l'écosystème et les abeilles arrivent à s'en défendre pour l'instant. Et globalement, ça ne pose pas trop de problèmes. Ensuite, on a des pollinisateurs qu'on connaît le plus, donc il y en a beaucoup sur la Terre, mais on a donc le bourdon, qui est donc un bourdon commun, qui lui ne pique pas. C'est un frelon qui vit un peu en petite colonie et qui va donc butiner certaines fleurs et qui va aussi nous permettre de manger des fruits. Le papillon, qui lui est éphémère, hein, qui vit un jour ou deux, donc voilà, mais qui lui aussi fait partie des butineurs et des pollinisateurs. Et ensuite, on a notre petite abeille, vous voyez comme elle est sympathique, elle a ses petites pattes jaunes qui sont remplies de pollen, et elles sont toutes, celle-là c'est une petite abeille qui est bien sympathique. Donc il faut savoir que ben, le fait qu'on ait des fruits, on s'est rendu compte il y a déjà quelques années que en fait, il y avait une fécondation qui se faisait entre une fleur mâle et une fleur femelle. Et grâce à ces pollinisateurs, justement, ben, ça permet à des fleurs de se rencontrer et de faire un acte sexuel sans se rencontrer. Et c'est grâce aux pollinisateurs que ça peut arriver. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir des fruits et des légumes grâce à nos abeilles. Donc là, c'est une abeille butineuse que j'ai prise en photo, dans mon jardin il y a déjà quelques années, donc, et sur une fleur de pommier. Et donc, l'idée de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu, déjà un peu la vie d'une ruche, et puis je vais faire quelques parallèles avec la vie de l'entreprise, parce que vous allez voir que la ruche, c'est quand même une véritable organisation qui est hyper structurée, et on va se rendre compte que malgré tout, on a beaucoup de choses à apprendre et à s'inspirer d'elle. Donc là, on a les habitants dans une ruche, donc on a plusieurs habitants, il y en a 3. On a donc le faux bourdon, qui lui est donc le mâle, qui est un individu qui lui ne vit que du printemps jusqu'à l'automne. À partir de l'automne et avant la fin de l'été, les abeilles les chassent, parce qu'en fait le bourdon et le mâle ne servent à rien. Alors je ne fais aucun parallèle avec l'espèce humaine, parce que effectivement les bourdons eux ne font que manger, dormir et féconder la reine. Donc voilà, mais globalement, pas de comparaison hasardeuse avec les humains. On a donc l'abeille, qui est donc notre petite butineuse et ouvrière, et nous avons la reine, qui est ici au milieu, et donc qui est une abeille qui a été transformée, comme enfin, c'est une abeille avant de naître qui a été nourrie, je vais vous expliquer ça, qui a été nourrie pour devenir cette fameuse reine. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc là, vous avez donc une petite image qui vous représente que, en fait, s'il n'y avait qu'une seule abeille pour faire 1 kilo de miel, il faudrait qu'elle fasse 50 000 voyages, ce qui veut dire 40 000 kilomètres, donc facilement un tour de terre. Donc pour vous dire que heureusement que dans une ruche, elles ne sont pas seules. Une ruche contient en pleine saison, là ça commence à se remplir, on a entre 30 et 50 000 abeilles dans une ruche. Donc les ruches que vous avez vues qui sont juste là, on peut avoir jusqu'à 50 000 abeilles dedans. Donc c'est une usine chimique, c'est-à-dire qu'en fait elle va donc récupérer donc le sucre qui est dans les fleurs et elle va le transformer par une prophylaxie, elle va par sa salive fabriquer ce fameux miel. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en plus l'abeille fabrique son propre aliment. C'est-à-dire que voilà, nous on va acheter chez le boucher où on cultive des fruits et des légumes, qu'elle va vraiment fabriquer son aliment principal. Donc voilà, donc elle ramène la moitié de son poids par jour. À chaque fois qu'elle fait un aller-retour, elle fait 20 voyages par jour environ, et elle pèse que 0,05 grammes, donc c'est vraiment très très léger. Et aussi, il faut savoir qu'une abeille, malgré tout, butine jusqu'à 3 km à la ronde autour d'une ruche. Donc en fonction de la floraison, elle va aller chercher au plus loin, mais c'est 3 km, et elle fait son aller-retour toute la journée.
Donc voilà, donc une abeille, une créature unique, effectivement, moi, quand j'ai commencé à travailler avec les abeilles, ça m'a fasciné et je me suis vraiment rendu compte que c'était une créature, moi, qui m'apaise et que, enfin, vous verrez, je vous donnerai des liens sur des vidéos où je fais la présentation de la visite d'une ruche et c'est franchement un vrai régal. C'est une thérapie. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, donc elle est capable de fabriquer sa nourriture, dont l'homme exploite donc la production. Donc une ruche, c'est un individu. C'est-à-dire qu'en fait, une abeille toute seule ne peut pas vivre. Elle est elle ne peut vivre que dans sa communauté. Donc tant qu'elle n'est pas avec son groupe, elle va mourir. Donc en fait, quand on parle d'une ruche, on peut considérer que c'est un individu et elle se multiplie. Donc autant que la reine, elle va pondre des œufs, donc ça va faire des nouvelles abeilles. Et la multiplication de l'espèce se fait vraiment par essaimage. Donc l'essaimage, c'est qu'à un moment donné, une ruche va se diviser. Il y a donc une partie, la moitié de la ruche qui va partir avec la vieille reine. Elles vont partir, elles vont sortir de la ruche hein, et elles vont voilà. Donc là, ça peut arriver en ce moment, c'est la saison qui commence, où donc quand les ruches commencent à être un peu trop pleines, eh ben, vous avez des essaims qui s'envolent et qui trouvent souvent elles se posent là où elles peuvent, en attendant de trouver un habitat nouveau. Donc ça peut être une cheminée, un tronc d'arbre. Et donc nous, les apiculteurs, on est sollicités quand quelqu'un trouve un essaim accroché à une branche dans son jardin. On va chez nos on remet dans une petite ruche. Donc, quand les ouvrières de la ruche, elles se retrouvent sans reine, donc la moitié de la ruche est partie avec la reine, donc l'autre moitié qui reste sur place se retrouve sans reine, donc elle devient orpheline, c'est ce qu'on dit. Et donc, en fait, elles vont récupérer 3 à 5 larves de jeunes abeilles qui ont 2-3 jours maximum, et elles vont la nourrir 100% à la gelée royale. Alors, vous entendez souvent parler que la gelée royale, c'est un bienfait pour la vie. Ben en fait, une abeille, ça vit 5 à 6 semaines ou 4 à 6 semaines dans l'été, alors que la reine, elle va vivre 3 à 5 ans. Donc, ça veut dire que c'est un effet de jouvence pour la longévité. Donc voilà, elles vont construire des loges royales, donc elles vont donc nourrir à 100% de gelée royale une larve qui va donc au bout de 16 jours naître et devenir donc une reine. Donc elle va être à peu près 2 fois plus grosse qu'une abeille. Et donc une fois elle sera née, elle aura la fécondation. Donc je vais vous faire un petit peu d'éducation sexuelle. En fait, les abeilles, donc la reine, elle pond jusqu'à 2000 œufs par jour, mais pour qu'elle puisse pondre ses œufs, il faut qu'elle soit fécondée. Ça, je ne vous l'apprends pas. Et la fécondation se fait en plein vol. Donc là, vous avez donc une image qui reproduit un mâle qui est en train de féconder la reine. Et ici, c'est une photo qui a été prise. Je ne sais pas comment ils ont pu faire ça, mais enfin, toujours est-il que ça se passe comme ça. Donc les mâles il y a plusieurs mâles qui vont féconder la reine donc, lors d'un vol nuptial. C'est le seul moment où elle va sortir de la ruche. Et elle va être fécondée et elle va donc avoir une spermathèque. Et cette spermathèque va lui permettre ensuite de pondre des œufs. Et alors, elle a un avantage sur nous, les humains, c'est qu'elle va choisir si elle fait des mâles ou des femelles. C'est-à-dire qu'en fait, la reine, au moment où elle va pondre, c'est elle qui va décider pour l'équilibre de sa colonie. Et ben, en fait, en ce moment, elle fait de la ponte de cellules mâles pour avoir donc des mâles, parce que ben, il y a la reproduction qui va se faire et donc il y a besoin qu'il y ait des mâles. Par contre, arrivé la saison, quand elle se termine, ben, elle va faire plus que des femelles. Donc c'est quand même une situation un petit peu assez extraordinaire. Donc les mâles, ils meurent après l'accouplement ou à la fin de l'été, quand ils ne sont pas accouplés, ils sont chassés de la ruche. Et en on dit on chasse le bourdon, c'est une expression qui doit venir de là. C'est-à-dire qu'elles chassent les bourdons parce qu'elles n'en ont plus besoin, parce qu'ils ne font que se nourrir et ils embêtent la colonie. Donc voilà. Alors, ce qui est aussi extraordinaire par rapport à nous les humains, c'est que la reine, elle pond les œufs. Par contre, ce n'est pas elle qui va élever son enfant. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les sœurs abeilles qui vont, elles, élever. Donc, une fois que la reine a pondu un œuf, ben, elle ne s'occupe plus du tout des autres abeilles. Par contre, c'est les abeilles qui vont nourrir le couvain, nourrir les nouvelles abeilles et nourrir la reine. Et la reine ne fait que pondre. Alors, pour essayer de faire un parallèle avec l'entreprise, on a donc les abeilles, en fonction de leur âge, elles ont une tâche à effectuer. Et donc là, vous avez successivement, quand elles naissent, elles deviennent ménagères. Elles font le ménage, elles nettoient les alvéoles, elles nettoient la ruche. Ensuite, elles deviennent nourricières. Donc c'est à peu près une période d'une semaine. Vous voyez, on a 6 tâches et ça fait à peu près la vie, la longévité de l'abeille. Donc elle va nourrir des larves la deuxième semaine. Donc, elle va faire ça. Ensuite, elle va faire la cire. Donc, elle va faire les cires pour faire la fabrication des fameuses alvéoles.
Elle va être gardienne de la ruche, donc elle se met devant la ruche et elle va surveiller les intrus et puis ceux qui viennent embêter la ruche, c'est elle qui va garder. Ensuite, elles peuvent ventiler pour rafraîchir la ruche. Il faut savoir qu'une ruche ne vit que sur un espace à 35 degrés, donc elles vont climatiser cette ruche pour qu'elle soit en permanence à 35 degrés. Donc quand il fait très chaud, il y a des abeilles qui vont ventiler pour aérer et ventiler la ruche. Et elles finissent leur vie comme butineuses. Elles vont commencer par aller chercher de l'eau, puis le nectar et le pollen et la propolis. Donc elles vont faire pendant la dernière semaine, elles vont faire ça. Et là où je trouve qu'il y a un parallèle qu'on peut s'inspirer dans l'entreprise, notamment les entreprises importantes, c'est qu'il y a une vraie polyvalence. C'est-à-dire qu'en fait, si une ruche est bien équilibrée, qu'il y a assez d'ouvrières pour remplir chacune des tâches, elles vont vivre leur vie sur leurs 6 semaines comme ça. Mais si par hasard il y a un déséquilibre dans la ruche et que tout d'un coup il manque de nourricières ou il manque de butineuses ou l'inverse, ben en fait elles vont tout d'un coup s'interchanger et reprendre une tâche qu'elles n'avaient pas, qui n'était pas prévue à la base. Donc elles ont un véritable instinct de survie de leur colonie et elles savent être interchangeables et changer vraiment leur façon de vivre. Là, vous avez un petit film qui dure 3 minutes. Alors, je vais couper le son. Alors, en préambule, donc je forme des jeunes de chez les Compagnons à Pantin. J'ai une ruche deux ruches sur les toits de Pantin, donc la maison des Compagnons, et je forme des jeunes à l'apiculture. Et là, c'est un petit film qu'on avait fait l'année dernière. C'était la visite de la ruche. Et vous allez voir pendant le film, à un moment donné, je recherche la reine. Et je la vois pas, parce qu'avec notre grillage devant les yeux, personne ne l'a vue. En fait, en visionnant le film, on la voit, donc j'ai entouré en rouge, on va voir la reine au milieu du cadre. Donc en fait, ça c'est un cadre où là le couvain existe, où la reine a pondu ses œufs. Et donc on va voir ce petit film tourner. Voilà, je vous laisse le son, comme ça vous avez… Les abeilles, elles ressentent tout, elles sont énervées. Si vous ouvrez une ruche en temps d'orage, vous allez être inquiété. Ouais. Voilà, donc ça c'est le corps de la ruche, hein. C'est l'endroit où les abeilles vont faire le couvain. C'est la nursery, on va dire. Donc ce sont des cadres qui sont disposés à l'intérieur comme ça. Et là, cette visite de printemps est importante parce qu'on va surveiller l'état sanitaire de la ruche. Là, toutes les abeilles, elles sont là, elles s'occupent du couvain, elles nettoient les nouvelles larves, elles nourrissent. Voilà. Vraiment, on voit les petites abeilles avec des patins de pollen, c'est les abeilles du butineux qui sont venues du butin et qui viennent avec leur pollen pour en fait, la reine, déjà, alors celle-là, elle n'a pas de pollen, non, on va bien. Tac, voilà. Vous la voyez là? Ah zut, c'est difficile à voir. Souvent, elle est marquée, donc on lui met une couleur derrière la tête, la tête, oui, pour la retrouver facilement, et puis aussi pour lui donner son âge. Chaque année, il y a une couleur différente et ça permet donc voilà. Donc là, vous avez les alvéoles qui sont faites très architecturalement. Ce sont des hexagones. Alors pour l'anecdote, j'ai des jeunes de première il y a 2-3 ans. Ils étaient venus faire un TPE chez moi parce qu'ils voulaient démontrer pourquoi les abeilles construisent en hexagone. En fait, ils ont démontré, alors ils ont fait un petit film à la manière de Jamie et donc C'est pas sorcier. Et ils ont fait un petit film dans mon rucher, tout ça. On s'est bien amusé. Il faudrait qu'un jour je retrouve le film pour le mettre sur YouTube. Et en fait, ils démontrent mathématiquement en fait l'espace d'un hexagone, le rapport périmètre air et périmètre est la meilleure capacité. Et donc, instinctivement, les abeilles construisent ça. Voilà, donc les abeilles piquent plus souvent les personnes violentes en geste ou en parole, hein, donc voilà, il ne faut pas les embêter. Hein, et quand je me rends compte, d'ailleurs, depuis pas longtemps, maintenant je travaille sans gants. Je pourrais travailler même sans ma vareuse parce qu'en fait, on va prendre du temps, on va leur mettre de la fumée pour calmer un peu la ruche. Et quand on prend son temps et qu'on est calme et qu'on leur parle, elles ne piquent pas. Ça se passe vraiment comme quelque chose d'extraordinaire. Alors là, j'ai une photo là, que j'ai récupérée sur YouTube. En fait, là, elles se défendent des prédateurs. Alors là, en fait, on aperçoit ici un frelon asiatique qui est là.
Et en fait, là, ça se passe en Chine. Donc, les abeilles en Chine maintenant, qui connaissent le frelon qui est sur leur territoire depuis bien plus longtemps que chez nous, elles ont trouvé la technique pour tuer ces frelons asiatiques. Donc, elles arrivent à s'en défendre. Alors, elles ont plusieurs moyens déjà pour les éloigner. Et puis là, en fait, elles se mettent en boule autour du frelon et elles vont l'asphyxier complètement. Donc, elles vont monter la température jusqu'à… Alors, leur température, c'est 35 degrés. Là, l'abeille peut tenir jusqu'à 50 degrés. Et donc, elle s'arrête à 47 degrés. Et le frelon asiatique, lui, ne tient pas et il meurt. Donc, c'est vraiment une technique qu'elles ont trouvée. Donc, on ose espérer que sur le territoire européen, elles vont commencer à se défendre aussi sans avoir besoin que nous, de notre côté, on tue les frelons. Ils font partie aussi de l'écosystème. Hein, c'est toujours le même problème. Donc voilà, donc après cette petite présentation, donc voilà, ensuite nous les apiculteurs, on va récupérer le miel. Donc ce qui est important, c'est que on récupère le miel effectivement parce qu'on aime ça. Alors il y en a qui en font leur métier, moi c'est pas le cas, mais je vends un peu la production que j'ai, mais je fais attention de laisser assez de miel pour les abeilles parce que c'est quand même leur nourriture et elles en ont besoin pour l'hiver. Et donc nous, on va leur piquer leur miel. Et donc, pour récupérer ce miel, on a un extracteur. Et là, j'ai fait également aussi une petite vidéo qui dure une petite trentaine de secondes. C'est donc un centrifugeur où on met donc les cadres de miel qui sont là. Et donc, par centrifugation, on va récupérer le fameux jus sucré des abeilles. Voilà, qui redescend et qui passe ici. Donc, je sais que ça nous donne envie là. Hein. Et voilà, donc je finis toujours les conférences par une dégustation. Pas de chance, vous ne pourrez pas. Mais prochaine fois, on aura bien l'occasion de se retrouver quand même. On fêtera le déconfinement. Donc voilà. Et donc là, voilà, une fois que le miel est récolté, on va le laisser décanter pendant minimum une semaine. Donc il va se clarifier. Et ensuite, on va le mettre en pot. Et un miel, quand il sort de la ruche, il a un bon goût. Mais en revanche, c'est un peu comme le vin, il prend des saveurs avec il y a toujours une petite transformation organoleptique qui se fait. Et donc, j'aime bien faire des dégustations de miel quand je fais des conférences. Alors, je fais aussi sur le goût, comment reconnaître et savoir un peu analyser et faire des différences entre les différents miels. Il faut savoir aussi que les abeilles de Viry-Châtillon butinent des belles fleurs parce que j'ai été 2 fois médaille d'or des miels d'Île-de-France et 1 fois médaille d'argent. Et j'ai un autre ami apiculteur qui est dans Viry qui lui aussi régulièrement médaille d'or. Donc ça veut dire qu'on a un miel qui a une véritable qualité. Donc voilà, donc de nos jours, la vie des abeilles est menacée. Comme l'entreprise, on ne sait pas. Et effectivement, l'entreprise aussi est menacée. Donc actuellement, plus que jamais. Donc voilà. C'est superbe. Alors, merci beaucoup, Olivier. C'était hyper intéressant. Je vais arrêter Est-ce que tu as, Olivier, de par la connaissance fine que tu as des abeilles, est-ce que juste, en fait, la proposition de départ que je t'avais fait, c'était peut-être qu'il y a des parallèles intéressants à faire entre la période qu'on vit là actuellement, qui est une période de crise renforcée par rapport à d'autres moments. Est-ce que tu t'as, comme ça, je dirais spontanément, tu as fait des connexions dans ta tête avec des choses que tu as vues dans leur comportement quand elles sont bousculées, quand elles ont une crise particulière, enfin plutôt forte en fait. Est-ce que tu as vu des choses? En fait, oui. Alors, déjà, sur le déséquilibre d'une ruche, si jamais une ruche est déséquilibrée, elles vont réussir à trouver des façons de trouver des combines pour pouvoir survivre et continuer à vivre. Maintenant, on a quand même globalement une crise un peu importante sur les abeilles. Les apiculteurs perdent 30% de leurs ruches tous les ans. Alors, il y a certainement, moi je pense qu'il y a certains apiculteurs qui sont malveillants et qui font aussi peut-être des erreurs. Hein. Moi, j'en ai fait au début aussi. Donc, mais globalement, ceux qui ne leur donnent que du sucre en hiver et qu'ils ne leur laissent pas de miel, ceux qui vont les manipuler un peu dangereusement. Mais globalement, après, une ruche, elle vivait avant nous, elle vivra encore peut-être après nous, si nous, on fait encore des bêtises. Mais globalement, elles arrivent à maintenir leur vie. Elles n'ont pas besoin de nous, en fait, les abeilles. Nous, on s'en occupe parce qu'on veut récupérer leur miel. Mais globalement, il y en a une qui tourne autour de moi. Mais je suis gentil avec toi. Et ouais, c'est ça, elle est venue vous dire bonjour.
Je parlais un Il y peu a- violemment, c'est peut-être pour ça. il y avait une question d'ailleurs là-dessus, c'est qu'est-ce qui se passe si on récupère pas leur miel? Est-ce qu'elles ont besoin qu'on récupère leur miel ou est-ce que… Ah non, non, en fait, non, ce qui se passe, c'est que nous, on va essayer d'équilibrer pour éviter qu'elles essaiment et que de perdre la moitié de nos abeilles. Donc, on va faire un essaimage artificiel. Donc, on va diviser la ruche pour pouvoir en faire d'autres. Mais si elles ont beaucoup de miel, ben, enfin, en fait, dans un tronc d'arbre, quand les abeilles vivent, ben, du coup, dès qu'elles sont trop nombreuses, elles se divisent et elles multiplient leur espèce et elles continuent à se développer comme ça, en fait. D'accord. En fait, il y avait beaucoup de réactions là dans le chat. Je t'enverrai le chat. Il y Alors, avait c'est des des effets questions. waouh de tes photos. Ouais. Et il y a beaucoup de réactions là sur le dernier temps de la présentation sur leur capacité à s'adapter, sur la polyvalence, sur l'intelligence collective en fait qu'elles mettent en Ouais. œuvre pour rééquilibrer les choses en fait. Oui, ben c'est ça. Et un truc aussi, alors ça c'est quand même assez, oui, c'est assez extraordinaire. Et il y a aussi un monsieur qui a étudié les abeilles en profondeur et qui a aussi découvert que les abeilles, elles faisaient une danse pour, en fait, elles se repèrent avec le soleil, hein, et en fait, elles vont, une fois que des abeilles ont repéré un endroit où il y a des bonnes fleurs à butiner, elles vont indiquer à leurs copines où se trouvent les abeilles, les fleurs. Et donc, elles vont faire la danse. Et en fait, elles vont faire une danse autour des abeilles. Donc, elles vont faire des 8 et elles vont indiquer la direction dans laquelle le butin est intéressant. Et donc, les abeilles vont ensuite aller dans cette direction. Donc, c'est quand même, elles ont un instinct assez extraordinaire. En fait, ça me fait rebondir sur. En fait, il y avait Jean-Paul qui demandait, quand tu parlais de la capacité d'apprentissage des abeilles en Chine par rapport Oui. Ah à oui, se leur défendre contre instinct. ce frelon, savoir est-ce que si on importait des abeilles de Chine, en France par exemple ou en Europe, il y a une capacité d'apprentissage qui peut se transmettre. Est-ce que vous connaissez enfin, vous avez de l'information par rapport à ça? Moi, Tu vois, ça fait un peu écho à ce que tu dis là, mais. ouais, sincèrement, je ne sais pas, mais peut-être, oui. Alors, c'est un peu paradoxal quand même. Enfin, on parle du coronavirus qui viendrait peut-être de Chine. Il reste 10 minutes. Oh, ça va. Moi, j'en ai 5. Ouais, 7. Le Ouais. corona qui arrive de Chine, les frelons à pattes jaunes qui arrivent aussi de Chine. Bon, alors peut-être si on fait venir nos abeilles. Alors, elles souffrent aussi beaucoup. Alors, les abeilles souffrent aussi d'un autre parasite qui s'appelle le varroa, qui est donc un parasite qui va se mettre sur les abeilles, qui va vivre dans le couvain. C'est gros comme un pou, hein, comme une tête d'épingle. Et en fait, elles vont bouffer nos abeilles. Et ça aussi fait partie aussi d'un insecte qui décime nos ruches. Et il y en a un autre qui arrive aussi d'Italie, c'est le tumida. C'est un petit insecte aussi qui se met dans la ruche et qui les perturbe et qui empêche leur. Donc du coup, elles ont pas mal de soucis à se faire quand même. Elles sont attaquées de toutes parts, ces petites bêtes. Donc elles essaient de se défendre, mais globalement, Je crois qu'on les appréciait déjà, mais avec tout ce que tu nous as dit là, ça renforce les choses, je pense. Il y avait une question technique, c'est Marie-Emmanuelle qui dit qu'elle a des ruches en plein Paris, à 200 mètres de chez elle. La pollution, qu'est-ce que ça fait sur le miel, enfin? Alors, cette année, je pourrais peut-être vous le dire, le miel de printemps, il ne va pas être pollué cette année, donc je pourrais le comparer. Mais a priori, non, ils ont fait des prélèvements. La pollution n'atteint pas le miel ni les abeilles. En fait, elles vivent mieux en ville qu'à la campagne, justement, à cause des fameux pesticides et des épandages qui sont faits dans les cultures. Donc, globalement, elles se portent beaucoup mieux en ville. Et il faut savoir qu'à Paris, il y a à peu près 500 ruches. D'ailleurs, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, quand on m'a dit il y a des ruches dans Paris, j'ai dit ah bon, mais oui, il y en a partout. Il y a même eu une explosion ces dernières années là, de ruches oui, alors bien sur sûr, les toits de beaucoup de Paris. gens, notre rucher école, bien sûr, je suis adhérent là où j'ai appris et je continue à participer à la vie de ce rucher, enfin ce syndicat. Et globalement, il y a un engouement assez extraordinaire pour ça, hein, et donc c'est vraiment extra. Ouais. Est-ce que quelqu'un, le temps continue à s'écouler, est-ce que quelqu'un, Juliette, a envie de partager quelque chose sur un pont qu'il fait entre cette super présentation d'Olivier qui tu nous as emmené, c'est mieux que les documentaires Arte, Olivier, merci beaucoup. Un pont entre ça et puis des connexions qu'il fait par rapport à ce que traversent nos entreprises en ce moment. Est-ce que quelqu'un
on a peut-être le temps d'avoir une ou deux réactions comme ça à chaud avant d'avoir notre rituel de fin. On t'entend pas, Karl. Ah, Karl n'a pas mis le micro. Moi, je veux bien intervenir juste Oui, pour dire que peut-être que la réponse sera collective Mm. à nos difficultés. Oui, tout Ouais, à fait. Je Et la pense, oui. polyvalence aussi. Une preuve, on est tous réunis autour de ce bistrot de l'entrepreneur qui, justement, ont réagi ensemble en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir sauver nos entreprises, nos petites entreprises. Et je pense que oui, c'est un parallèle intéressant, ouais, tout à fait. Leur forte adaptation, leur agilité et leur collaboration ou coopération quand elles vont dire aux autres il y a un bon coin là-bas. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et aussi, quelque chose qui m'a frappé quand tu as parlé de la reine décide du sexe de ses… Ouais. Ah oui, ça c'est étonnant, ouais. Mais c'est incroyable. Comment elle fait c'est- pour dire… Enfin, je sais pas. Ouais, c'est assez. Il faut tant de assez- garçons, tant de filles. Bon, voilà. Il y a d'autres animaux comme ça? J'avais jamais entendu parler de ça. Je sais pas. Bon. Je crois pas. Hein. Je crois Alors, pas. je vous invite à lever vos tasses pour le rituel de fin pendant que Je nous levons récupère un pot nos de miel. tasses. Oubliez la mienne. Toi, tu lèves ton pot de miel. C'est Donc ça. déjà, mille merci Olivier, c'était Bon. vraiment magnifique. On mettra le lien. Et puis, je vous mettrai aussi le lien d'une vidéo que j'ai faite il y a 15 jours où j'ai fait une division de ruches. Et vous pouvez suivre sur le. J'essaie de superbe. publier au maximum les choses. C'est Donc, voilà, magnifique. Merci de votre Alors, attention. En Super. même temps, tout en levant nos tasses, Julien, est-ce que tu peux nous faire un petit coucou? T'es où? Parce que voilà, on a Julien qui est avec nous. Ah, Julien, est salut. notre invité de demain. Alors, on a des ponts de connexion tous les trois entre Julien et Olivier parce qu'on est des anciens d'un même. On avait nos bureaux d'entreprise dans un même espace de coworking mutinerie. Donc c'est Julien demain qui prend le relais et qui sera notre invité et qui nous parlera de peut-être faire ses premiers pas en marketing relationnel. Tu le dirais autrement, Julien? T'as pas ton micro. T'as quelques secondes. C'est parfait. Quelques secondes pour vous dire, ouais, essayer de partager ensemble demain sur comment est-ce qu'on fait pour effectivement se servir des outils digitaux pour mettre en place voilà, les premiers scénarios pour relancer les clients, leur dire bienvenue, leur dire on pense à vous, leur dire revenez, etc. etc. Voilà. Bon. Génial. Voilà un petit peu demain de quoi j'aimerais qu'on… Donc ce sera un autre voyage. On n'en sera plus dans Bon, les si. ruches d'Olivier, Pas mais ce moins sera un rêvé, autre voyage. moins rêvé, Je mais bon. pourrais pas être là demain, mais j'essaierai de regarder en replay. J'espère que ce sera enregistré. Je regarderai en replay. On pourrais laisse pas. toujours du contenu de toute façon dans le bistrot. Ouais. Donc pour vous C'est tous, super. y compris, je vois plein de nouveaux visages. Donc vraiment, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous avez mis dans le chat vos LinkedIn. Comme ça, on vous met en connexion et vous recevrez une invitation à vous connecter sur le mur virtuel. Belle soirée. Olivier, encore Salut, mille salut. merci. Julien, à Merci. demain. Et vous tous Merci. participants, vous êtes extra. À demain. Allez, Bonne ciao, soirée. ciao. Au revoir. Au revoir.